Chers internautes, bonjour. Merci de votre fidélité et de nous rejoindre pour cette nouvelle saison d'Informatique News Hebdo. Alors, on ne change pas une équipe qui gagne, si je puis dire, puisque nous sommes toujours en compagnie de Guy Hervier, notre rédacteur en chef. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors, pendant que nous, on a pris quelques vacances, Guy, l'actualité, elle, n'a pas faibli, mais j'invite nos lecteurs qui veulent voir un résumé de l'actualité à jeter un œil, et un peu plus que ça, sur notre site. Nous, on attend peut-être revenir sur l'actualité la plus récente, et notamment VMware World, qui se déroulait donc à Las Vegas, avant l'édition d'ailleurs européenne, qui aura lieu à Barcelone dans quelques semaines, avec une grosse annonce, c'était la gestion des conteneurs par la plateforme VMware, qui est évidemment quelque chose d'attendu. Alors effectivement, qu'on puisse dire. Donc en fait, donc c'est VMworld d'ailleurs, c'est pas VMware World, mais oui, bon, peu importe. Et effectivement, c'était une édition importante, il y a eu beaucoup d'annonces. Et VMware France a proposé de faire une espèce de récap de tout ça. C'est effectivement intéressant. Et donc, comme vous le disiez, l'événement important, c'est, alors ça avait déjà été fait, mais c'est encore de manière plus importante, la prise en compte des conteneurs. On sait que VMware, c'est le pionnier, le leader, le champion de la virtualisation. On remonte aux années 2000. Et puis, entre-temps, les conteneurs sont arrivés. Et donc, la question, c'était de savoir comment les deux... Et donc là, évidemment, on parle de Kubernetes, donc on est dans le monde open source. Et donc VMware propose une intégration beaucoup plus forte entre, d'un côté, les machines virtuelles, propose une plateforme, je dirais, globale pour le développement, l'exécution et la supervision des applications utilisant à la fois la virtualisation et les containers. Et donc ces deux projets qui s'appellent, alors plutôt deux annonces. L'une, c'est Tanzu, donc je ne sais pas où ils ont été chercher le nom, mais enfin, bon. Apparemment il y a une origine swahili et puis de l'autre japonaise, Tanzu, et puis l'autre c'est Projet Pacifique. Alors pourquoi projet? Parce qu'en fait c'est pas une annonce, c'est une série d'annonces qui vont intervenir dans le temps et arriver prochainement. Et donc l'intégration de la virtualisation et des containers pourra être prise en compte directement dans vSphere, donc qui est le produit la plateforme de base, on va dire, de VMware. Et ce qui était intéressant aussi, ce que notait le responsable technique là, de VMware, c'est que à terme, alors sur le papier c'est bien, après on sait que dans la réalisation c'est beaucoup plus compliqué. Alors il disait deux choses. Il disait d'abord, on parle des containers depuis très longtemps, mais jusqu'à présent il n'y a pas encore d'utilisation à très grande échelle pour des applications stratégiques d'entreprise. On est encore sur pas de l'expérimentation, mais des choses beaucoup plus locales. Et donc en gros, je dirais avec ce type d'annonce, on va y aller parce que ça apporte un certain nombre d'avantages, de bénéfices. Et deux, c'est que à terme, ce que ça va permettre de faire, c'est au lieu de superviser l'application, parce que en gros l'application pourra être coupée en morceaux, on est dans le mode microservice, pour couper en morceaux, certaines parties en fonction de différents critères pourront être plus orientés vers les machines virtuelles, d'autres pourront tirer profit partie des containers. Et donc on va pouvoir remonter d'un cran sur la gestion de l'application, non pas être gérer des machines virtuelles et gérer des containers directement, mais gérer l'application au niveau, en fonction de critères métiers, si je puis dire, et puis ça descendra en dessous au niveau des containers et des machines virtuelles. Donc c'est un mouvement qui est enclenché, qu'a pris VMware. Donc c'était quand même un cap important. Et là, une deuxième annonce qui, elle, était plutôt liée, donc c'est pas VMware, c'est HPE, qui avait annoncé il y a quelque temps un service qui s'appelle GreenLake. Donc on sait que HP vend des solutions, et là en gros c'est le hardware HPE sous forme de service d'abonnement. Et donc là HPE propose Cloud Foundation, donc en gros c'est la possibilité de mettre en œuvre et de gérer
un cloud hybride, donc à la fois sur du cloud public et puis des clouds privés, et donc de faire ça sous forme GreenLake, donc tout ça, ça paraît un peu compliqué, mais sous forme GreenLake, c'est-à-dire sous forme de service, utilisant du matériel HPE. Donc c'est une annonce aussi également assez importante, bon, qui montre que VMware, malgré tout, même s'il est intégré à Dell Technologies, reste et restera vraisemblablement indépendant de sa maison mère, entre guillemets. Absolument. Alors, sachant qu'il y a quand même eu l'intégration, c'était un peu avant le VMworld, et ça je pense qu'on peut le mentionner, c'est l'intégration de Pivotal et de Carbon Black. Et donc Pivotal, en fait, c'est le développement en mode natif d'applications, et Carbon Black, c'est la sécurité spécialisée dans le cloud. On voit bien que tout ça fait sens et s'organise un peu et donner un peu plus de contenu à l'occasion de ce VMworld. Très bien. Écoutez, merci Guy. On passe à l'actualité suivante, car pour le coup rien à voir, sans transition. L'OTAN qui relance un exercice global de cyberdéfense. C'est vrai qu'à l'époque, en ce moment, c'est pas forcément complètement inutile. Non, et donc en fait on le précise parce que bon, tout le monde connaît l'OTAN, 27 pays membres, donc l'organisation de l'Atlantique Nord, et donc depuis 2014, et la prochaine ce sera en décembre 2019, depuis 2014 en fait ils font des essais, si je puis dire, des organisations de tests en grandeur réelle. Là, quand on dit grandeur réelle, c'est 900 experts en cybersécurité qui vont tester un certain nombre de scénarios en fonction d'attaques. Et donc, ça montre bien qu'on est, alors on le dit depuis un certain temps, mais on voit bien l'ampleur que ça prend. On est rentré dans le monde cyber et que la guerre cyber est désormais un élément important pour un acteur comme l'OTAN, c'est plus uniquement des chars et des croiseurs ou des autres sous-marins. Peut-être qu'en dernier recours, il faudra les utiliser. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est un domaine dans lequel il y a une activité très très importante. Et donc là, c'est quand même quelque chose d'important et de significatif. Donc c'est quelque chose à noter. Très bien. Alors l'autre actualité, pour une fois, on n'est pas coutume, on parle d'une entreprise utilisatrice, en l'occurrence le groupe d'assurance Allianz, que j'imagine nos lecteurs connaissent, qui a déployé l'intelligence artificielle, à grande échelle, puisqu'on parle d'une application sur près d'1 million de clients. Alors effectivement, donc c'est utilisation dans d'autres domaines différents. C'est deux applications, l'une qui s'appelle AskMail et AskBot. Donc on comprend à peu près ce que ça veut dire. AskMail, c'est pour la gestion automatisée des mails. Donc comme vous le disiez, c'est 1 million de mails par an, donc ça commence à faire beaucoup. Et l'objectif, c'est quoi? C'est quand vous envoyez un mail à Allianz, effectivement, ça fait beaucoup de monde qui serait nécessaire pour lire tous ces mails et les organiser. Donc l'idée, c'est de mettre un premier traitement grâce à l'intelligence artificielle pour traiter, voir le contenu en fonction de l'urgence, orienter les mails et apporter peut-être une première réponse pour une grande partie des mails qui sont, je dirais, des choses relativement simples et classiques. Et l'objectif, là, c'est de gagner. Alors ça peut paraître... Alors évidemment, comme il y a une automatisation, peut-être qu'il y aura besoin de moins de personnes pour traiter, mais ça peut être aussi les personnes vont traiter de manière plus intelligente les réponses, et c'est de gagner 3 jours sur la réponse des mails. Donc c'est quelque chose assez important. Donc ça, c'est le premier pan. Et le deuxième pan, c'est AskBot. Donc là, c'est quand la personne, au lieu d'envoyer un mail, elle téléphone. Un moteur de chat. Donc, voilà, et c'est pour... Alors on connaît, depuis au début, c'est taper 1, taper 2, et puis on revient, il faut répéter, etc. Là on arrive à des choses un peu plus sophistiquées. Et donc là, l'objectif, c'est de gagner dans des proportions assez significatives le bon routage en fonction de la demande vers le bon interlocuteur. Et là, on parle de 500 000 appels par an, donc c'est aussi quelque chose de significatif. Donc on voit bien, et on aura peut-être l'occasion d'en reparler, que là maintenant, on entre avec l'intelligence artificielle, on entre dans des applications concrètes. On n'est plus dans le projet, dans le pilote. Voilà. Alors, cette rentrée ne serait pas une rentrée sans parler de RH, enfin en tout cas de cette dimension RH.
et avec une étude d'un cabinet d'études, justement, de cabinet de recrutement, sur le niveau des salaires, qui est, j'allais dire, encore en croissance ces derniers mois, notamment en région parisienne. Oui, alors effectivement, c'est une étude en Île-de-France faite par le cabinet Michael Page. C'est ça. Et donc, qui montre des choses qu'on répète depuis quelques années, mais qui se reproduisent encore une fois. L'idée principale, c'est que... Alors, on est dans notre secteur IT, c'est qu'on est un secteur encore en tension. En tension, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, il y a une demande qui est très forte, et donc l'avantage penche plutôt du côté des candidats que du côté des entreprises. Ça veut dire que les candidats ont le choix entre plusieurs offres. Ça se traduit quoi? Ça se traduit par évidemment une augmentation des salaires assez rapide. Les postes qui sont les plus prisés, c'est les développeurs. Alors il y a très longtemps... Oui, j'ai vu 2-3 semaines de temps pour trouver un nouveau job en région parisienne. C'est assez rapide. Oui. Pour un développeur, alors évidemment c'est des chiffres à la louche, il faut manier avec précaution, mais 2 ans d'expérience, c'est entre 38 000 et 45 000 par an. 5 ans d'expérience, 60 000 euros. En Ile-de-France, précise. En Ile-de-France, oui, absolument. Donc ça, c'est développeur, on le sait. Un développeur, c'est vraiment le métier qui monte, et on voit bien, puisqu'il faut les fameuses applications d'IA, il faut des gens pour les coder. Oui. Même s'il y en a un certain nombre qui sont délocalisés, mais il faut aussi le faire sur place. Et puis, les 2 autres métiers qui sont très demandés, c'est chef de projet, donc à la fois MOE et MOA, donc maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, et puis technicien support applicatif. Donc c'est les 3 métiers qui sont... J'ai vu des choses autour du DevOps, Scrum Master, des choses comme ça aussi. Alors absolument, donc ça c'est précisé. Et puis bien sûr, tout ce qui tourne autour de la sécurité et autour de la data, donc tout ce qui est, on disait big data, maintenant on dit intelligence artificielle, machine learning, tout ça. Le sujet précédent montrait que ça commence à se mettre en œuvre, donc il faut des gens pour s'en occuper. Et puis pour conclure ce passage, ce bref entre guillemets passage en revue de l'actualité, une rubrique finance avec les introductions en bourse qui semblent un peu reprendre du poil de la bête, si je puis me permettre l'expression. Au niveau des entreprises high-tech. Alors, c'est vrai que depuis un certain temps, on n'arrêtait pas de dire que finalement, les entreprises se détournaient un peu de la bourse. Pour les raisons qu'on sait, c'est compliqué, et puis une fois qu'on y est entré, on est soumis à la pression un peu tyrannique des marchés, et puis c'est aussi des contraintes, il faut fournir pas mal d'informations, mais il se trouve que là, l'année 2019 a battu les records, puisqu'on est au premier semestre, on est à 17 milliards d'argent levé en bourse, alors que le précédent record datait des années 2000 sur l'année entière. Donc on est sur la demi-année, mais il est clair qu'on va exploser les compteurs sur l'année. Donc ça c'est assez marquant, mais c'est très concentré, c'est-à-dire qu'il finalement il y a assez peu d'entreprises. Les 10 premières font 80% ou 90% de l'argent qui a été levé, donc on voit bien que c'est très concentré. Et alors parmi les plus en vue, il y en a 2 qu'on connaît qui sont plutôt, alors c'est des entreprises IT, mais c'est plutôt des entreprises utilisatrices d'IT, c'est Uber et Lyft. Donc Lyft, en fait, pour nos lecteurs qui ne connaissent peut-être pas, puisqu'il n'est pas présent en France, fait la même chose qu'Uber. Mais en Asie, c'est ça. Et en Asie et aux États-Unis aussi. D'accord. Donc c'est Lyft, c'est Uber en plus petit, et pas avec les casseroles d'Uber, si je puis dire. Mais alors ce qui est étonnant, c'est que ces 2-là, pour les citer, depuis leur introduction, l'action s'est un peu cassé la figure, si je puis dire. Et quand on regarde les résultats, ils sont quand même un peu inquiétants, puisque sur le premier semestre, Uber a perdu 5 milliards de dollars, donc c'est pas rien. Et Lyft 600 millions, donc c'est pas négligeable non plus. Donc il y a quand même du souci à se faire. Alors finalement, Uber, c'est quoi en gros? C'est une plateforme de développement pour commander un taxi, une voiture de manière très simple, donc ça c'est très bien, mais c'est aussi une entreprise qui en gros a mis un peu la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'en gros a fait fi des réglementations et paye ses chauffeurs au lance-pierre. Donc c'est une entreprise technologique
unique, mais avec un modèle un peu, un peu particulier. Et puis une entreprise, alors j'allais dire française. Exactement, que j'oubliais. Donc c'est Datadog, dont on a parlé la semaine dernière. Donc c'est une entreprise française, une entreprise basée aux États-Unis qui a été lancée par 2 Français. Donc c'est la supervision dans le cloud et qui va s'introduire prochainement en bourse. Donc c'est un beau succès parce que c'est une entreprise qui se développe assez rapidement. Félicitations à eux. Et donc Guy, on revient sur le sujet de la semaine qui était l'intelligence artificielle qui, j'allais dire enfin, après être un buzzword, semble aujourd'hui être une réalité concrète en entreprise. On parlait d'Alliance, mais il y a d'autres cas. Effectivement, Alliance, c'est un bon exemple parce que ça étaye un peu le propos. Donc il y a eu 2 études, l'une de IDC et l'autre du Gartner, qui ont sorti de manière concomitante. Et effectivement, IDC dit que bon, ça y est, maintenant on est rentré dans l'utilisation et donne des chiffres. Donc en 2023, alors c'est pas tout de suite, mais en 2023, je dirais que les dépenses en matière de à la fois hardware, logiciel, dans le domaine de l'intelligence artificielle, ça représenterait de l'ordre de 100 milliards de dollars. Alors, ça ne vous parle pas, moi non plus, mais finalement, ça correspond à quoi? Ça correspond à l'ensemble des dépenses de serveurs. Oui, j'allais vous dire. Donc on voit que c'est quand même quelque chose d'important. Plus que significatif. Taux de croissance de 30% par an. Et puis les domaines d'utilisation, on en a déjà parlé, c'est tout ce qui est relation client, pour améliorer, je dirais, le dialogue entre le fournisseur et le client. Et on sait que là, il y a encore du travail, des progrès à faire. L'aide à la vente. L'aide à la vente, ça c'est très important, à la fois sur les sites web ou en direct pour les vendeurs. Et puis les secteurs qui sont concernés, c'est donc tout ce qui est vente de détail, bien sûr, tout ce qui est industrie de fabrication discrète ou de process, c'est aussi le secteur de la santé. Qui est très important. Et puis, bien sûr, la cybersécurité, ça on en parle très souvent. Alors, l'étude qui a été faite par le Gartner, elle donnait, en fait, elle confirmait cette idée que finalement les algorithmes et l'intelligence artificielle permettent de doper les ventes. Alors, heureusement, pourrait-on dire, parce que finalement, non, pourquoi à quoi pourrait-elle servir? Mais il est vrai que, alors bon, c'est étayé par tout un tas d'exemples, mais il est vrai que quand on va sur un site de vente de e-commerce, quel qu'il soit, citer les noms, mais quand on est intéressé par un produit qu'on a acheté, alors intéressé, donc si le système est bien et efficace pour nous amener vers le bon produit, c'est clair que ça va nous inciter plus à acheter. Et une fois qu'on a acheté, il nous propose des choses qui sont un peu connexes, mais pertinentes, on a également tendance. Donc on comprend que assez logiquement, ça marche, sauf que maintenant, effectivement, ça fonctionne. Et si on fait un parallèle avec la traduction automatique, bon, il y a seulement 5 ans, c'était pas très au point. Aujourd'hui, ça fonctionne assez bien. Et si on passe plus de temps à corriger la traduction qu'à la traduire, autant traduire. Alors que maintenant, c'est plus le cas. La traduction automatique est vraiment d'un bon niveau. On peut récupérer un document qui est bien abouti, exploitable, faire les corrections qu'il faut et on a quelque chose d'intéressant. Donc on voit bien que maintenant, les progrès ont été quand même assez significatifs. Très bien, écoutez, j'allais dire, un sujet sur lequel on aura sûrement l'occasion de revenir. En attendant, ça c'était pour les semaines passées. La semaine à venir, c'est l'inauguration d'un centre de recherche sur les supercalculateurs à Angers. Alors, vous allez en dire un peu plus? Alors, en fait, c'est Atos qui inaugure ce centre d'essai. C'est un centre d'essai pour les clients, pour leur permettre de tester les supercalculateurs dont ils vont faire l'acquisition. Donc ça ne va pas être des millions de clients, c'est quelque chose de relativement... alors on dit Atos, mais en fait c'est Atos d'origine Bull. Angers, on sait que c'était un siège un site important du groupe Bull. Un site important. Et donc en fait, pourquoi on le note? Parce que finalement, dans les supercalculateurs, donc si on prend la liste du top 500, Atos est le 6e fournisseur. Sur les 500, il a 22 systèmes qui sont installés, donc c'est pas considérable, mais enfin c'est quand même... C'est que ça mérite d'exister, on va dire. Et puis finalement, c'est le dernier acteur européen. On ne fait que cela monter, mais à juste titre, du fait de l'absence dans le domaine des high-tech des acteurs européens. Malgré tout, c'est le dernier acteur en
présent exercice. encore sur ce marché. Donc, peut-être que ça nous... On ne va pas remonter au plan calcul des années 60, mais peut-être que ça nous coûte cher, mais finalement, peut-être que c'est nécessaire d'avoir un acteur européen qui soit encore présent sur ce dans marché. Ce domaine. Donc, c'est intéressant à mentionner. Et puis, on conclut par notre inévitable coup de cœur, coup de gueule. Alors, cette fois-ci, c'est un coup de cœur. Et un acteur pas forcément attendu sur le sujet, la gendarmerie, c'est à propos de cette fameuse contre-attaque, j'allais dire contre-cyberattaque qui a eu lieu la semaine passée pour essayer pour enlever des ransomware sur les postes d'internautes. Vous êtes un peu dur avec la gendarmerie parce qu'ils ont une expertise assez reconnue dans le domaine. Et là, effectivement, ils ont fait un coup d'éclat dans le sens où ils ont démantelé un botnet, un des plus grands botnets connus. On parle de 850 000 machines, donc c'est principalement des PC en Amérique du Sud, également en Europe. Et ce botnet, il était piloté par un serveur qui était présent en France. Donc botnet, ça veut dire qu'en gros, on a 800 000 machines qui sont devenues des zombies, qui sont prêtes à relayer des attaques. Donc c'est quelque chose de considérable. Et ce qui est le plus intéressant dans tout ça, c'est que la gendarmerie, non seulement elle a pu identifier, mais elle a pu démanteler. C'est-à-dire qu'en gros, elle a désarmé les 800 000 machines. Donc c'est vraiment un coup de chapeau et un cocorico à la gendarmerie. Bien positionné. Voilà. Bah écoutez, je propose de conclure là-dessus, Guy, et puis on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatique News Hebdo. À très bientôt. Merci.